une ce soir, la délocalisation partielle du CHU. L'Agence régionale de santé a approuvé la proposition de déplacer certains services. L'hôpital de Capesterre-Belle-Eau est-il prêt pour ce transfert? Le reportage d'Anne-Elisabeth Artsen est à venir. Et l'État va apporter une aide de près de 500 millions d'euros à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy. Un dispositif décidé hier à l'issue du 5e comité interministériel à Matignon. Une contribution qui devrait aider les deux îles à tenir avant la prochaine saison touristique. Crise de leadership au comité de voile traditionnel. Le CGVT estime être le seul porte-parole légitime de la discipline. Une déclaration qui fait suite à la création de l'association de canot traditionnel saintois qui a commencé à organiser ses propres compétitions. Et l'Open Région Guadeloupe signe son retour. Après un an d'absence, le tournoi de tennis va reprendre ses marques à Bas-du-Fort-Gosier. La région entend bien donner une autre envergure à cet événement qui attire les joueurs internationaux. Bonsoir et bienvenue sur ATV Guadeloupe. À la suite de l'incendie qui a ravagé une partie du centre hospitalier, notre archipel pourrait bien être privé de CHU efficient pendant au moins un an. En attendant, une partie de l'offre de soins sera délocalisée dans les autres centres de soins. Mais ces autres structures sont-elles prêtes pour ce transfert? Quelques éléments de réponse avec ce reportage d'Anne-Elisabeth Artsen qui s'est rendue au centre hospitalier de Capesterre-Belle-Eau. Sollicité directement après l'incendie de l'hôpital, le centre hospitalier de Capesterre-Belle-Eau a alors accueilli des patients en provenance du CHU. Aujourd'hui, on a la possibilité en effet de pouvoir accueillir une quarantaine de patients issus du CHU. Ils sont venus heureusement avec leurs soignants, puisqu'ils sont venus accompagnés par du personnel du CHU. Ensuite, le matériel a été livré ici par le CHU, donc ils étaient en complète autonomie sur notre site. On a mis donc à disposition des locaux et je pense qu'il va falloir faire de ce fait une opportunité afin de peut-être réfléchir à une nouvelle stratégie d'organisation sanitaire où tous les établissements sanitaires et sociaux trouveront leur place. Le centre hospitalier de Capesterre, c'est un établissement neuf, moderne, qui est entre Basse-Terre et Pointe-à-Pitre. Et je pense que dans ce dispositif, dans la filière de soins en Guadeloupe, nous avons toute notre place. Appelé de nouveau à supplier le CHU en cas de délocalisation partielle, le centre hospitalier de Capesterre-Belle-Eau a d'ores et déjà réquisitionné une partie de ses locaux. Les locaux que nous allons mettre à disposition du CHU, c'est sur la partie médico-sociale et plus particulièrement sur l'EHPAD. Notre EHPAD, donc nous mettons à disposition sur nos 102 places de l'EHPAD, nous mettons à disposition 40 lits et places pour le CHU, disposés sur 2 résidences de 20 places. Nous mettrons aussi à disposition une salle de soins qui sera dédiée au personnel du CHU, des locaux pour leur rangement, que ce soit leur petit matériel ou les équipements. Et puis nous mettrons aussi un office alimentaire pour qu'ils puissent s'organiser pour la prise en charge alimentaire. Nous sommes en liaison chaude, donc nous mettons effectivement à disposition des chariots qui permettront pour la restauration des patients qui seront pris en charge par le CHU au sein de l'office alimentaire que nous mettons à disposition. Inauguré en octobre 2017, le centre hospitalier dispose encore de nombreuses chambres libres proposées au CHU le temps qu'il faudra, ce qui permet également à l'établissement hospitalier d'assurer son taux de remplissage. Et en Martinique, cette nouvelle qui bouscule le monde universitaire, la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Fort-de-France a décidé aujourd'hui de procéder à la levée du contrôle judiciaire des 3 professeurs mis en cause dans l'affaire Seregmia. Ainsi, ils vont pouvoir revenir sur le campus de Schellcher pour enseigner. Nous reviendrons justement sur les détails de cette décision dans notre prochaine édition. L'État a annoncé hier de nouvelles aides pour Saint-Martin et Saint-Barthélemy, 6 mois après le passage dévastateur de l'ouragan Irma. Une contribution de 500 millions d'euros, soit 10 000 euros par habitant. Cela a été décidé hier au 5e comité interministériel pour la reconstruction des 2 îles. Le détail de ce dispositif avec Linda Kayarsi. En prenant en compte l'ensemble des dépenses faites pour gérer l'urgence et soutenir économiquement les entreprises, les particuliers et les collectivités, l'engagement financier non remboursable de l'État et de ses opérateurs en faveur de Saint-Martin et Saint-Barthélemy atteindra 370 millions d'euros minimum, soit près de 10 000 euros par habitant. L'État financera notamment un tiers des investissements de Saint-Martin pour la reconstruction des infrastructures publiques, pour un montant de 66,4 millions d'euros. Par ailleurs, un prêt bonifié de 60 millions d'euros pourra être octroyé à Saint-Martin
Enfin, l'État lui laissera un droit de tirage exclusif sur les 46 millions de fonds de solidarité de l'Union européenne. Les travaux doivent notamment porter sur la reconstruction des écoles et collèges endommagés, du centre hospitalier ou d'équipements sportifs. Avec ces nouvelles mesures d'investissement, l'engagement total des pouvoirs publics en faveur des îles du Nord, après Irma, avoisinera 500 millions d'euros, soit plus de 11 000 euros par habitant. Les deux collectivités ont par ailleurs présenté lundi leurs mesures pour préparer la prochaine saison cyclonique. Saint-Barthélemy, où les principales infrastructures étaient opérationnelles dans les 48 heures, reconduira pour l'essentiel son plan de préparation cyclonique, rodé depuis plusieurs années. Saint-Martin a prévu de créer d'ici juin de nouveaux abris pour sécuriser la population précaire et de constituer des stocks de vivres et de matériel. Et revenons maintenant sur l'affaire Seregmia. Le sujet est prêt. Comment cette nouvelle a été accueillie en Martinique? On regarde le reportage de Yoann Boulard. Fred Selimène, Kinvi Logosa et Éric Carpin peuvent reprendre le chemin du campus de Schellcher. En prononçant la levée de leur contrôle judiciaire, la Cour d'appel annule les mesures restrictives qui pesaient sur les 3 mises en cause dans l'affaire Seregmia. Ils peuvent donc recommencer à enseigner, se rendre librement sur le campus et même entrer en contact avec la partie civile, en l'occurrence l'Université des Antilles. Un verdict qui, selon sa vice-présidente, tombe au plus mauvais moment, alors même que l'université tente de renouer des liens solides avec ses partenaires. C'est une affaire qui grève le fonctionnement de l'université depuis de très nombreuses années. Nous avons besoin effectivement de travailler dans la sérénité et pour cela, il faut que nous ayons les décisions de justice définitives qui soient apportées avant de remettre encore à l'université des personnes qui vont amener forcément des interrogations. Pour l'heure, les intéressés n'ont pas précisé s'ils reviendraient effectivement sur le campus, ni quand. Mais certains de leurs collègues entendent être particulièrement attentifs à leur méthode. Je serai particulièrement vigilante à l'égard de la manière dont se passera ce retour, étant entendu que la personnalité et les habitudes en matière de relations de travail de l'une au moins des personnes concernées peuvent nous mener à nourrir un certain nombre d'inquiétudes. Le comité de vigilance se dit indigné par la situation. Le retour de la mise en cause aurait pu être évité. J'ai simplement interpellé mon université et Monsieur le Président en disant que si on ne prenait pas peut-être l'avocat le plus idoine, le plus adapté pour ce type de choses, nous aurions ce résultat. Il se trouve que nous avons le résultat donc qui était prévisible en fonction de la spécialité de l'avocat peut-être qui a été choisi. Que l'on soit un enseignant, que l'on soit un administratif, que l'on soit un étudiant, chacun va voir s'il préfère que des personnes qui sont soupçonnées de lourdes charges pour lesquelles nous remboursons. Je sors d'une réunion encore où on nous dit qu'il n'y a pas d'argent pour pouvoir réparer, même peindre les murs. Donc chacun fera ses choix pour savoir quelle université il veut, ou tout simplement s'il veut une université pour nos territoires. Si Fred Selimène, Kinvi Logosa et Éric Carpin ont obtenu gain de cause devant la Cour d'appel de Fort-de-France, ils auront de nouveau à comparaître devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche le 9 avril prochain. Et en Guyane, Kourou était une ville morte aujourd'hui. 1 an après les mouvements de mars et d'avril, les commerçants ont une nouvelle fois baissé leur rideau pour dénoncer l'insécurité. Un mouvement d'humeur soutenu par la Chambre de commerce et d'industrie. Reportage Ayodélie Germa d'ATV Guyane. Des centaines de manifestants ce matin dans les rues de Kourou. Habitants et surtout commerçants, ils réclament des mesures immédiates contre l'insécurité. C'est rare que sur Kourou seulement, qu'on ait une mobilisation d'une grande majorité des commerçants. D'accord? Donc ça veut dire vraiment qu'aujourd'hui il y a un vrai problème. Et c'est pas un problème qui va se régler dans 2 ans. Il faut qu'il y ait une solution d'urgence. Des cas de braquage de plus en plus fréquents. Le 17 et le 18 février dernier, un épicier a été victime d'un cambriolage avec des faits de violence. Un commerçant témoigne de la décomplexion des délinquants, confortés par une police laxiste. La gendarmerie, souvent, entre guillemets, se fout un peu de nous, quoi. Lorsqu'il y a des petits vols, ils ne viennent pas, parfois on les appelle, on attrape les voleurs même, ils ne viennent même pas. Une fois, la dame a dit qu'elle a attrapé un voleur, qui volait un petit truc dans son magasin. Une demi-heure après, les voleurs ne sont pas encore là. C'est 2 heures après qu'ils sont venus. Donc la dame a regardé la voleuse pendant une demi-heure, mais les gens ne sont pas venus. Même lorsqu'il les rappelle, parfois il les raccroche et il ne répond même pas à son téléphone. Construction d'un commissariat, détachement d'une BAC de la police nationale à Kourou ou mise en place d'un couvre-feu pour les mineurs. Voilà quelques-unes des revendications des manifestants qui s'impatientent. Ça fait quand même pas mal d'années que nous, les commerçants de Kourou, les habitants, nous nous battons contre ce fléau.
Nous avons vu l'année dernière, nous nous sommes manifestés encore sur ce sujet-là. Un an après les accords de Guyane, on se retrouve, je ne dis pas dans la même situation, mais vraiment encore pire, puisque maintenant les bandits ils nous tirent dessus, ils tirent dans nos établissements et on arrive à un degré de sécurité qui est insoutenable. Un plan de 3 millions d'euros sur les 3 années à venir pour l'installation de vidéoprotection, la rénovation des lignes d'éclairage pour les 2 prochaines années ou 2 voitures supplémentaires au service de la police municipale. Pour l'heure, les annonces de la municipalité sont loin de satisfaire toutes les attentes des commerçants. Et puis il y a encore quelques semaines, la zone de Jarry était envahie par des panneaux publicitaires. À l'heure où je vous parle, le milieu naturel de cette zone a été dépuré. Le Conservatoire du littoral a décidé d'enlever plus de 50 panneaux illégaux pour préserver la mangrove et reconquérir ainsi les espaces naturels. Gaëlle Van der Hassen, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ce soir, vous êtes la coordinatrice du pôle relais zone humide tropicale qui dépend du Conservatoire du littoral. Tout d'abord, parlons de cette opération, la suppression de plus de 50 panneaux illégaux. Pouvez-vous nous expliquer en quoi ils sont nuisibles? Alors en fait, c'est vrai que oui, ils étaient nuisibles. Le conservatoire donc a procédé là au retrait de 50 panneaux qui avaient été posés de façon illégale sur les terrains dont il est propriétaire. Donc le conservatoire a enclenché une discussion avec les différents opérateurs qui avaient posé ces panneaux afin qu'ils puissent les retirer. Donc ça a été fait. Maintenant, 50 panneaux ont été retirés. Et en fait, l'objectif, c'est vraiment de retrouver une vue sur l'écosystème naturel de Jarry. Parce que quand on parle de Jarry, on parle zone industrielle, mais on oublie qu'avant tout, Jarry, c'est une mangrove. Donc on aimerait que les gens, en fait, retrouvent cette vue sur cet espace protégé. Donc le but, c'est de continuer. Là, sur les terrains du conservatoire, il reste actuellement 4 panneaux qui seront retirés dans le mois. Et après, ce qui serait intéressant, c'est justement sur les autres terrains qui n'appartiennent pas au conservatoire du littoral, d'engager également la discussion pour qu'on puisse continuer de retirer au fur et à mesure ces panneaux afin de retrouver un espace naturel tout en gardant bien sûr des espaces où on continuerait d'avoir un affichage publicitaire. Peut-on encore sauver cette zone, cette mangrove de Jarry lorsqu'on voit l'extension de Jarry qui ne cesse de grandir? C'est vrai que la situation est un peu alarmante quand on voit dans les années 50, Jarry, c'était une mangrove qui faisait une superficie d'environ 800 hectares et de nos jours, elle a diminué, régressé, elle est à 200 hectares. Donc c'est vrai qu'on voit l'évolution de la mangrove. Aujourd'hui, je pense qu'il est temps de prévenir plus que de guérir, donc il faut que les gens se rendent compte que la mangrove est un écosystème à protéger. D'où cette première étape de retrait de panneaux de signalisation. Et de continuer justement avec ces opérateurs pour voir vers où on peut aller pour préserver la mangrove, voire la reconstituer par endroits. On parle de mangrove comme d'importants écosystèmes. De façon concrète, qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que la mangrove nous apporte d'un point de vue, au quotidien, d'un point de vue humain et économique? C'est vrai que la mangrove a encore cette image un peu sombre d'écosystèmes insalubres, remplis de moustiques. Et pour preuve, on s'en sert encore beaucoup comme dépotoir. Les gens viennent déposer leurs ordures assez régulièrement. Donc on ne prend pas compte de l'importance de cet écosystème. Certes, il faut protéger tous les écosystèmes, mais la mangrove est un milieu particulièrement complexe, primordial. Au quotidien, elle nous apporte beaucoup. Donc rien que par sa position, on va dire, physique, c'est une forêt qui est humide entre terre et mer, donc elle sert un peu de barrière de protection, aussi bien pour nos côtes, ça va limiter le mouvement du trait de côte, ça va protéger contre les houles cycloniques, donc ça va empêcher l'érosion de nos littoraux. D'un autre côté, ça va également épurer toutes les eaux de ruissellement, les pollutions qui viennent de la terre. Ça va permettre de restituer aux herbiers et aux coraux une eau qui est purifiée. Donc réduire les mangroves reviendrait à accroître la vulnérabilité de l'archipel face aux catastrophes majeures? Exactement, oui, oui, tout à fait. À long terme, connaissons-nous l'impact de l'activité humaine sur cette zone et les conséquences? Alors, les conséquences, c'est justement si on continue de réduire la mangrove, on va perdre tous les bénéfices qu'elle nous apporte au quotidien, que ce soit cette protection physique face aux aléas climatiques, ce rôle de filtration de pollution qui est quand même très important. Si on n'a plus de mangrove, les pollutions vont être déversées directement dans le milieu marin. Donc plus d'eau filtrée pour les herbiers, pour les coraux, donc plus d'écosystèmes protégés.
c'est notamment, ça aurait un impact par exemple sur la pêche, parce que tous les poissons qu'on va pêcher, les poissons marins, ont un cycle de vie pour la plupart qui débute dans la mangrove. Donc pas de mangrove, pas de poissons, pas de ressources. Donc économiquement, ça a aussi un impact. Donc protection, économie. Et également, on parle beaucoup changement climatique. Et sans les mangroves, on va avoir un impact encore plus fort parce qu'on parle des forêts tropicales qui sont capables de capter du carbone. Mais à superficie égale, les mangroves peuvent capter 2 à 5 fois plus de carbone. Donc si on ne les préserve pas, on n'a plus ce rôle de captation de carbone. Et en plus, on va relâcher dans l'atmosphère tout le carbone qu'elles ont accumulé au fur et à mesure des années. Donc c'est vraiment primordial de les protéger. Pour sensibiliser le public, vous avez d'ailleurs commencé par la jeune génération avec des ateliers pédagogiques. Racontez-nous comment ça va se passer. Alors justement, là, on a retiré ces panneaux publicitaires, donc c'est 4 mètres par 3 mètres. On a tout enlevé, on a apposé un seul panneau donc qui s'intègre mieux dans le paysage pour sensibiliser les gens sur l'avant-après retrait de panneaux, pour retrouver cette vue sur ce milieu naturel. Et on va entamer à la rentrée de septembre, en partenariat avec Cap Excellence et 3 établissements de collège, un concept qu'on appelle la zone humide éducative, ZHE, où chaque classe va s'approprier une zone humide. Donc une des classes d'ailleurs s'intéressera à la zone humide de Jarry. Et chaque classe aura pour but pendant 1 an de devenir gestionnaire d'une zone. Donc ils vont l'entretenir, ils vont faire des inventaires et ils vont devoir aller sensibiliser les gens. Et sur le panneau qu'on a apposé, la partie gauche est amovible et les enfants vont pouvoir exposer leurs œuvres, des messages, des dessins, des photos, pour sensibiliser les gens, que ce soit à la protection des mangroves, mais aussi bien au recyclage ou tout autre sujet qui vont leur tenir à cœur. Gaëlle Van der Hassen, merci d'avoir accepté de répondre à toutes nos questions. Ce soir, nous partons pour la Guyane, où la jeunesse tente de prendre son envol. 10 jeunes ont passé ce matin la session finale de recrutement dans le domaine de l'aérien. Une démarche rendue possible grâce à un partenariat entre la communauté, la CTG, la FAMAE et l'ORPF. Le reportage est signé Pierre Tréfaux. Dans le cadre d'un projet pilote, la collectivité territoriale de Guyane, en partenariat avec l'association pour la formation au métier de l'aérien et l'opérateur public régional de formation, procède au recrutement de 10 jeunes Guyanais pour des formations diplômantes en apprentissage sur des métiers porteurs de l'aéronautique. En Guyane, il y a du spatial. Il y a des entreprises comme Ariane Group, comme les entreprises de la base de Kourou, qui recherchent des talents. Donc ce que l'on va proposer dans un premier temps, c'est d'accompagner ces jeunes en métropole pour les monter en compétences. Ils auront le choix ensuite soit de rester dans l'Hexagone pour trouver un emploi, soit de revenir au pays avec aussi des opportunités de place dans des entreprises du spatial. 160 candidats sont venus aux réunions d'information. L'OPRF a sélectionné 43 postulants pour passer le test de sélection. Pour les candidats, la première épreuve est un QCM d'anglais. Je pense que ça s'est bien passé, j'espère, et j'attends la suite. C'est un métier rempli de prestance, les personnes, j'aime bien être en contact avec les personnes et j'ai une expérience déjà à peu près dans ce métier. Enfin, pas forcément agent d'escale, mais j'ai une expérience en fait. Être en contact avec les personnes, ça me plaît. Les formations dans la filière aéronautique sont difficiles d'accès, surtout en Guyane, dû notamment à leur absence. Au niveau de la formation, l'aérien est ce qu'on appelle une niche. On ne pourra pas former 100 ni 200 jeunes dans ces métiers-là. Mais n'empêche que c'était important de partir avec une dizaine de jeunes, avec l'espoir qu'ils reviennent un jour travailler dans ce département. Et les accompagner, c'était le devoir de la CTG. Les profils recherchés sont surtout des jeunes motivés à découvrir un nouveau métier et assez matures pour pouvoir quitter le pays afin de revenir renforcer les effectifs dans les métiers de l'aéronautique en Guyane. Et restez sur ATV Guadeloupe dans quelques minutes. Nous le verrons. Crise de leadership au comité guadeloupéen de voile traditionnel. Et puis le lancement à venir de la 7e édition du tournoi Open Région Guadeloupe à Bas-du-Fort-Gosier. Mais avant, parlons santé. Notre société prend-elle, selon vous, bien en charge les personnes qui souffrent mentalement? Linda Kayarsi vous a posé la question. On écoute vos réponses. Non, je ne crois pas. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il y a un vrai problème au niveau des suivis. Au niveau, mais la famille qui souffre, la famille qui n'a pas suffisamment, qui vit socialement, comme on dit, qui n'a pas d'argent, et qu'il y a des gens qui sont compétents et qui ne peuvent pas venir vers ces gens-là, ou ces gens-là n'ont pas assez d'informations
pour qu'il puisse endiguer ce problème. Donc je pense que là, il y a des gens en Guadeloupe qui sont compétents pour cela. Donc je pense qu'il faut faire les choses mais correctement. Voilà, tout simplement. Oui, madame, les personnes qui souffrent mentalement en Guadeloupe sont bien prises en charge, mais la famille a un rôle à jouer aussi. Je ne pense pas. Ça c'est fait partiellement, mais ce n'est pas fait complètement. Donc, parce qu'on en voit énormément tout autour, enfin un petit peu partout, sur nos routes. Il y en a même trop. Et j'ai un exemple, un voisin qui est sorti, qui est entré à l'hôpital et 2 jours après, il était déjà sorti sous prétexte qu'il a affaire, qu'il a un restaurant, il a des choses à faire, donc on l'a laissé sortir. Donc le suivi n'est pas au top. Le suivi n'est pas au top en Guadeloupe. Je ne pense pas du tout, puisqu'on en voit partout qui circulent dans les rues, et ni la municipalité, ni les autorités compétentes, je ne sais pas quelle autorité, mais je pense qu'ils ne sont pas pris en compte. Non, il manque des moyens, premièrement, il manque aussi il manque de l'humanité, il manque un peu de... Les gens sont un petit peu trop égoïstes, il manque un petit peu d'altruisme, il faut qu'on pense aux autres, à nous, et il faut qu'on pense aux autres aussi. Et que se passe-t-il au comité guadeloupéen de voile traditionnel suite à la création d'une association de canots traditionnels saintois, notamment autour des frères Tellier, qui a commencé à organiser ses propres compétitions? Le comité guadeloupéen de voile traditionnel, organisateur entre autres du TGVT, est sorti de son silence pour faire des vagues et dénoncer une concurrence déloyale. Reportage Patrick Curie, Moïse Dexter, avec les commentaires d'Anne-Elisabeth Artsen. Il fallait remettre les choses en place. C'est en ce sens que le président du comité guadeloupéen de voile traditionnel s'est exprimé concernant la gestion et l'organisation de la discipline. Le problème avec eux, c'est qu'ils veulent rien entendre. Pour eux, c'est eux ou rien. Donc nous disons non, on ne peut pas arriver à un niveau, parce que nous, la voile spectacle, c'est bien, c'est beau, puisqu'on fait au TGVT, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'éducation, la formation, il y a l'insertion sociale, il y a toute un panoplie, je dirais, de registres, et on ne peut pas laisser ça comme ça à résumer la voile traditionnelle à des courses. Le seul désir du président, c'est de continuer le travail entamé. Nous, au CGVT, au Comité guadeloupéen de voile traditionnel, ça fait 10 ans que nous sommes en Guadeloupe, qui a pris un produit, je dirais, à bas niveau, qui l'a amené au niveau que vous avez vu en 2017. Donc nous, on veut poursuivre le travail qu'on fait pour les jeunes, poursuivre le TGVT qui est un produit touristique, un produit économique aussi. Donc il nous reste beaucoup de travail à faire au CGVT. Contacté, l'association Classe des Canots Saint-Ouen n'a pas voulu s'exprimer sur ce sujet. Une question reste tout de même en suspens. Quel équipage prendra le départ de la 16e édition du TGVT? Et le 26 mars prochain débutera le tournoi de tennis Open région Guadeloupe à Bas-du-Fort-Gosier. Après une année d'interruption, l'organisateur de la manifestation, Christian Forbin, a retrouvé le sourire avec le retour notamment des joueurs internationaux et le nombre grandissant de bénévoles engagés pour mettre en place cet événement. Il espère bien faire de ce tournoi une manifestation populaire. Reportage Anne-Elisabeth Artsen, Patrick Curie, Moïse Dexter. L'Open de Guadeloupe est un tournoi international réservé aux hommes. Avec une dotation de 89 000 €, il se classe 6e au rang des tournois ATP organisés en France et 3e des tournois Challengers. C'est un tournoi qui est réglementé par la Fédération internationale. On a 24 joueurs qui sont d'emblée par le classement inscrits. Ensuite, 4 joueurs qui bénéficient d'invitation et 4 joueurs qui sortent des qualifications, qui font un tableau. 32 joueurs pour le tableau principal qui vont se dérouler pendant la semaine, en simple et en double. Alors après, dimanche et lundi, le 25 et le 26 se dérouleront les qualifications, c'est-à-dire les joueurs qui n'ont pas pu entrer dans le tableau principal, ils vont chercher à se bagarrer pour entrer, pour être les 4 derniers élus qui entreraient dans le tableau principal.
Une vingtaine de nationalités sera représentée. Des tennisman bien connus feront le déplacement. Le Belge Bemelmans, qui a remporté déjà le tournoi l'année précédente, mais malgré tout, il n'est même pas le mieux classé puisque nous avons 4 joueurs qui sont déjà en dessous du top 100, qui sont entre la 70e et 95e place. C'est tout ce qui est intéressant, important. Et c'est surtout aussi que nous avons 2 autres joueurs qui sont en dessous de la 50e place, mais qui n'ont pas le droit de s'inscrire spontanément, qui ont sollicité de participer et ils vont bénéficier d'une invitation de l'organisation. Il s'agit de l'Américain Anderson, qui est 43e mondial actuellement, et Benoît Paire, qui est 47e mondial. Pour cette 7e édition, plusieurs manifestations avant le tournoi ont été lancées. C'est un tournoi international, c'est vrai, mais nous l'avons inscrit comme faisant partie de l'ensemble de manifestations, notamment le sport santé. Nous avons profité de lancer ce process qui est le sport santé. Nous avons profité également aussi pour aller à la rencontre d'un public qui ne vient pas spontanément au tennis, le public des quartiers dits prioritaires, avec l'aide des associations de quartier. Et nous voulons également mettre en place tout un ensemble de manifestations. Dans le tournoi, des colloques autour du thème sport-santé seront organisés. Les premiers matchs de qualification auront lieu à partir du 25 mars. Un reportage signé Yvan Lemar. Et c'est l'heure des informations pratiques. Maintenant, faites des réserves d'eau si vous habitez aux Abîmes et à Goyave. Les coupures sont prévues chez vous demain soir dès 18h, avec un retour à la normale à 6h du matin. L'équipe de l'établissement français du sang vous donne rendez-vous demain au centre commercial de Milénis aux Abîmes, dans les allées 24 et 25, tout l'après-midi. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler à TV Guadeloupe au 60 11 2 fois. Voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale. Avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres de ce mardi 13 mars. Nous l'avons vu, la délocalisation partielle du CHU, l'Agence régionale de santé, a approuvé cette proposition. L'hôpital de Capesterre-Belle-Eau, l'une des principales structures retenues, est-il prêt pour cette opération? Oui, selon le reportage d'Anne-Elisabeth Hartson. Et puis l'État va apporter une aide de près de 500 millions d'euros à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy. Un dispositif décidé hier au 5e comité interministériel. Cette somme devrait aider les 2 îles à tenir avant la prochaine saison touristique. Et puis crise de leadership au comité de voile traditionnel. Le CGVT estime être le seul porte-parole légitime de la discipline. Une déclaration qui fait suite à la création de l'association de canot traditionnel Saint-Ouen qui a commencé à organiser ses propres compétitions. Et l'Open Région Guadeloupe signe son retour dès la fin du mois de mars. Après un an d'absence, le tournoi de tennis va reprendre ses marques à Pas-du-Fort et la région entend bien donner une autre envergure à cet événement qui attire les joueurs internationaux. Merci d'avoir choisi ATV Guadeloupe. Je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve demain à 18h45.